Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomotrice inspirante avec du panache, est une femme de défi et d'exception. D'abord, elle a œuvré et excellé dans un domaine largement dominé par les hommes, c'est-à-dire l'animation d'émissions sportives. Elle a quitté des emplois très enviables, soit pour ne pas plafonner ou par question de principe. Et lorsqu'elle a eu la douleur de perdre successivement ses deux parents, au lieu de se recroqueviller sur elle-même, elle a plutôt décidé de partager son cheminement pour aider d'autres personnes qui vivent des deuils. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Marie-Claude Savard, merci d'avoir accepté mon invitation. Allô, je suis tellement contente de te moi voir. aussi. Ça fait des lunes qu'on se connaît. Ça va-tu faire 20 ans l'année prochaine qu'on se connaît, toi et moi? Ben oui, parce qu'on s'est connus à l'époque de Serge Belair, à CKVL. Vedette en direct. Vedette en direct. Moi, j'étais recherchiste à l'époque d'André Arthur. Donc, on côtoyait. Je pense même que je te faisais le café. Je pense que oui. Je pense que quand j'étais stagiaire à la station de radio, j'ai fait le café d'Éric Rémy. Mais là, tu étais une jeune stagiaire, début vingtaine. Oui. Tu sortais, tu étais frais moulu de l'école? C'est-tu ça? Oui, en fait, ça chevauchait. C'est-à-dire que j'avais pas encore fini mes études universitaires et j'ai réussi à décrocher le stage à CKVL Radio. Ça a pris beaucoup de persuasion et d'énergie. Et donc, je terminais mes études et en même temps, je travaillais pour vous autres. Parce que tu as toujours été un peu, comment je te dirais, ambivalente entre, je te dirais, les affaires publiques, la politique et le monde culturel, puis même le sport, mais ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. C'est arrivé par hasard, le sport. Je te dirais que au départ, là, je m'en allais dans une salle des nouvelles faire du grand reportage politique. C'était ça qui me passionnait. J'avais étudié en histoire, en sciences politiques. J'étais très intellectuelle. J'étais une fille qui lisait énormément. Et des fois, la vie nous envoie dans d'autres chemins. Les sports, j'avais jamais pensé à ça. Je pense qu'après avoir coulé éducation physique 2 fois au cégep, il y a des gens qui me regardaient faire les sports à Salut Bonjour qui se disaient, ben non, ça se peut pas. Ça marche pas entre les deux, là. Mais bon, voilà, comme je suis quelqu'un qui aime apprendre, ben j'ai décidé de m'y mettre et j'ai adoré ça en bout de ligne. Puis t'es une fille qui a tombé dedans quand t'étais petite, un peu comme moi. Oui. Tu as grandi dans les studios de télévision. Mon père était réalisateur télé, donc la première génération de réalisateurs qui avaient étudié là-dedans. Oui, parce qu'avant, c'était des autodidactes. Oui, on inventait la télévision. C'est vrai. Donc, c'était des artisans. Des fois, un régisseur devenait réalisateur. On inventait ça au fur et à mesure. Et puis, mon père avait étudié pour devenir réalisateur télé. Donc, il a travaillé à Radio-Québec à l'époque, ça s'appelait comme ça. Oui. Puis ça nous rajeunit pas. Non. Puis à Radio-Canada. Donc, j'ai grandi là-dedans. Maintenant, le métier de réalisateur, le métier d'animateur ou de journaliste, c'est très différent. Et longtemps, je voulais pas aller là-dedans. Parce que ça a tellement été difficile pour mon père. C'est un homme qui a beaucoup sacrifié sa vie de famille pour le travail, parce que ce sont des longues heures. À l'époque, c'était l'époque où on voyageait encore beaucoup. Donc, j'ai pas vu mon père beaucoup à cause de son travail. Donc, ça m'a pris du temps avant d'accepter d'aller en communication. Moi, je voulais faire autre chose. Puis à quel moment tu as fait OK, c'est correct, c'est ce chemin-là que je vais prendre? Moi, j'étais étudiante en art plastique au cégep. Fait que t'étais pas du tout là-dedans. Pas là. en tout. Puis mes profs m'ont dit que j'avais pas de talent. En fait, ils m'ont dit, t'es pas mauvaise, mais c'est tellement difficile de vivre de ça qu'on aime mieux être honnête avec toi puis te dire... Faut que tu fasses d'autres choses, là. Oui, pourtant, je m'inscrivais à l'université en beaux-arts, j'avais fait mon portfolio. Ça m'a brisé le cœur. Et là, j'allais étudier en histoire et en sciences politiques à l'Université de Montréal. Puis à la fin de mon bac, là, à la fin de l'histoire, il fallait que je fasse une maîtrise pour continuer. Même affaire, mes profs m'ont dit... T'es super studieuse, tu y mets l'énergie, mais on voit pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Et donc, c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis réorientée en communication. Et là, je suis allée faire un certificat en information et journalisme. C'est drôle parce que toi, ton premier contact avec les médias, c'est à l'âge de 8 ans, c'est ça? À peu près, oui. Moi, c'est vers 10 ans. C'est drôle, on est quand même très jeune, mais cette piqûre-là, on peut l'avoir là. Et toi, tu l'as eu là ou pas? Bien, en fait, je te dirais que j'ai fait ma première apparition télé à Samedi Jeune.
Mon père travaillait à Radio-Canada, puis c'était la semaine de relâche. On cherchait des enfants pour... Tu sais, Samedi Jeune, ça présentait un peu les petits bonhommes, là, le samedi matin, à Radio-Canada. On cherchait des enfants. Fait que là, on grapignait autour et Ah à oui, droite, c'est ça. Fait qu'on dit, viens-t'en, fais-le. C'est ça. Et je peux pas dire que j'ai trippé tant que ça, là. Je me suis dit, bon, OK, c'est une belle expérience. C'est à l'école des populaires, tout ça. Ben oui. Mais j'ai pas eu la piqûre à ce moment-là. Non, bien au contraire. Moi, j'étais vraiment partie pour faire autre chose. Autre chose. Puis tu m'as dit que tu as travaillé avec André Arthur. C'est vrai que je m'en souvenais plus. Écoute, c'est effrayant quand même. Mais c'était un homme très exigeant, André Arthur. Ah oui. Comment ça a été de travailler avec lui? Difficile par moments, très formateur parce que, oui, c'est un homme qui est extrêmement exigeant dans le sens de la performance puis du contenu. Fait que moi, j'étais recherchiste pour lui. Mais tu étais green, là. Tu commençais. Ah, écoute, bien, il y en avait 2 qui avaient beaucoup d'expérience. Donc, moi, je me retrouvais avec les petits mandats. OK. Il était aussi, dans sa personnalité, pas évident. C'est comme une espèce de gros ours. Un peu... Mal léché. Oui, un peu. Puis tu sais, je te dirais renfrogné, puis des fois maladroit. Tu sais, quand t'es jeune puis t'es sensible puis tout ça, ben t'es vulnérable. Ben, moi, des fois, j'entrais chez nous, je pleurais, je me disais, c'est vraiment difficile. Donc, ça t'a fait de la corne. Ah ouais, de la corne partout quand j'ai fini ça. Mais en fait, on a fini par connecter parce que je pense qu'il voyait que j'y mettais vraiment tout mon savoir-faire. Je donnais tout à ce gars-là, c'est pas compliqué. Et c'est lui qui m'a amené au sport. Parce qu'en étant recherchiste pour lui à l'émission du matin, un jour, son chroniqueur sportif, Yvon Penneau, salut, a démissionné. Il a démissionné pendant l'émission. Fait qu'il a fait toi, la petite, tu t'en vas là. Oui, il n'y avait personne d'autre. Il m'avait déjà vu lire la section des sports et il avait entendu dire que j'avais été au hockey une fois. C'est tout. Oui, fait qu'il a dit... Et sur cette base-là... Ouais, tu vas devenir notre chroniqueur sportive. Et là, ben écoute, personne se bousculait au portillon pour reprendre pour prendre la place. Fait que, au fur et à mesure que les jours avançaient, je continuais à être chroniqueuse de sport. Puis moi, quand je t'ai connue, t'étais exactement la même fille qu'aujourd'hui. Comment je te dirais? Tu étais modeste quand même. Ouais. Il y a des gens qui sont plus, comment je te dirais, des rats. Tu sens qu'ils veulent quelque chose. Ouais. Toi, tu étais graduellement. Tu étais à l'école de ça va arriver, mais je ne suis pas obligé de pousser personne. Ben, en fait, moi, je savais même pas où est-ce que je m'en allais vraiment avec mes skis, mais je te dirais que je suis devenue une personne beaucoup plus extrovertie que je l'étais à l'époque. Je pense qu'à l'époque où on s'est rencontrés en 95, je sortais un peu de mes études, donc j'étais plus tranquille. C'est aussi, par définition, quelqu'un de plus introverti, non? Je pense que oui. Il y en a qui sont naturellement très, très, très portés vers les autres. Moi, j'évoluais dans un milieu d'adultes, donc je lisais beaucoup de livres. J'étais extrêmement sérieuse, studieuse, tranquille. C'est sûr que quand je suis arrivée dans le milieu des communications, là, j'avais affaire à des grandes personnalités très flamboyantes. Fait que j'étais un petit peu déstabilisée des fois, parce qu'on travaillait aussi avec Claude Poirier. C'est vrai, c'est vrai. Serge Belland, Claude Poirier. Il y en avait des personnages. Écoute, c'était des légendes, des Absolument. légendes. Oui. Ton père était un gars exigeant, de ce que je me souviens de lui. Oui, absolument. C'est un gars très exigeant, très porté, très carriériste, très porté vers le professionnel. Ça m'a beaucoup marqué et j'ai toujours fait très attention de garder l'équilibre entre les deux. Moi, j'ai vu ce que ça fait comme dommage. Oui. Au pire, là? Oui, quand on mise beaucoup, beaucoup sur la carrière. Puis je l'ai vu dans le plus fort de sa carrière, tu sais, quand il avait 40, 50 ans, puis à la fin d'une vie aussi. Et je me suis rendu compte, OK, c'est bien. On peut aimer son travail, on peut se réaliser là-dedans. On est chanceux, on est privilégié, on fait un travail qu'on aime, mais il faut trouver une façon de rester équilibré. On peut perdre sa vie à la gagner, comme chantait Joe Dassin. Hein? Oui, puis on peut s'attacher des fois à des trucs qui sont pas vrais. Dieu qu'on a eu des exemples de gens qui ont eu des grandes carrières, mais qui, dans le fond, dans leur vie personnelle, ils n'avaient rien. Ouais. Ils retournaient chez eux, puis, je veux dire, c'était tout, là. Des fois, on a un vide. Moi, j'ai senti ça beaucoup. Tu sais, quand on est en communication, on donne tout, tu sais, pour les autres, en fait. Puis souvent, des fois, on a un vide à l'intérieur ou une insécurité profonde. Les artistes sont un peu comme ça, je pense. Il y a une insécurité qui est motivante, quelquefois. Oui, puis tu as besoin d'être validé, d'être compris, de connecter avec les autres beaucoup. Puis ça, c'est une force qui est très, très présente. Puis des fois, ça fait qu'on peut facilement tomber dans le déséquilibre. As-tu été déséquilibré? Je t'ai toujours senti quand même assez solide, à part, bien sûr, les épreuves que tu as vécues, mais ça, on le comprend. Mais je te dirais que oui. Écoute, il y a des moments, au début de ma carrière, où j'avais 2, 3 emplois simultanément. Je travaillais à CKVL le matin, je travaillais à CJD l'après-midi, puis entre les deux, je vidais la boîte vocale de JE à TVA.
Quand je travaillais à Salut Bonjour, bon, je me levais à 2 heures le matin. Après ça, je faisais la série Montréal-Québec. Il y a eu des moments, je pense, où, tu sais, il y a une partie de toi qui se dit, bien là, il y a des opportunités qui se présentent. Tu peux pas dire non dans ce temps-là, en plus. On les prend. Ah oui, c'est ça, absolument. Mais tu payes le prix en bout de ligne. Forcément, moi, j'ai des relations amoureuses qui sont terminées, des relations familiales plus difficiles aussi, puis une fatigue physique qui s'installe, forcément. Tu parles de relations familiales. Quelle sorte de relation tu avais avec ton père avant qu'il décède? Une bonne relation. Mon père pendant la majeure partie de ma vie d'enfant, était alcoolique. Et au moment de son décès, ça faisait 10 ans qu'il était sobre. Fait qu'on avait eu 10 ans de relation. Ouais. Il avait eu le temps de réparer les choses. Oui, oui. C'est du mieux qu'on pouvait, en fait. Et donc, il est décédé subitement, même s'il avait été malade. C'est-à-dire qu'il faisait de l'emphysème et du diabète, mais les médecins lui donnaient 10 ans de qualité de vie correcte encore. Donc, c'est un accident de parcours qui est arrivé. On ne sait pas trop, mais je l'ai retrouvé mort dans son lit en 2008. Et puis, ma vie a basculé à ce moment-là. On s'était tout dit. Oui. On était très proches. Et donc, comme enfant unique, c'est comme si tout se dérobe. Le plancher se dérobe sous nos pieds. Là. Parle-moi de Louise, ta mère. Ma mère et mon père se sont séparés quand j'étais très jeune, quand j'avais 5 ans. 5 ans, c'est ça? Oui. Je les ai pas connus vraiment ensemble. C'est une femme beaucoup plus fragile, beaucoup plus émotive. J'ai vécu avec elle... Bon, ma mère était monoparentale, donc c'est quasiment une relation d'osmose, là. C'est-à-dire que c'était ma mère, c'était mon amie, j'étais sa confidente. Donc, c'était chargé, là, comme relation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Des fois aussi du ressentiment, des tiraillements. Ça quand on avec. est très près avec quelqu'un, souvent, c'est ça qui arrive. C'est ça. Fait qu'une relation mère-fille un petit peu houleuse. Et 2 jours après le décès de mon père, j'ai appris qu'elle avait un cancer en phase terminale. Ouais. J'ai calculé, d'ailleurs, entre ton père et ta mère, je pense qu'il y a eu 7 mois, 5 jours. À peu près, oui. Ça a été vite. C'est 250 quelques jours. Ouais. Tu t'es pas remise d'un premier deuil que déjà tu dois en vivre un deuxième. Ah, oui. Est-ce que la deuxième claque est aussi forte que la première? Oui, absolument. Il y a bien des gens qui me disent, est-ce que c'est pire de perdre quelqu'un subitement ou d'accompagner quelqu'un dans la maladie vers la mort? L'idée, c'est de dire ce qu'on a à dire. C'est-à-dire que quelqu'un décède subitement. Quand on est à jour dans nos relations... Ça, c'est correct. Ça, c'est une grande chance. Hein? Oui, c'est un choc. Ouais. Quand quelqu'un a une période en avant, des fois, c'est l'occasion justement de défaire tous ces petits trucs-là. Quand les gens partent, c'est toujours extrêmement souffrant. Il n'y a rien de plus facile que ça soit dans un contexte ou l'autre. Puis en bout de ligne, ça dépend toujours On a toujours de la culpabilité. Peu importe, même si on a été très présent, même si tout était parfait, entre guillemets. Malgré la thérapie, malgré les psychologues. Oui, n'importe quand quelqu'un décède, tu as toujours une culpabilité. Il y a toujours un petit quelque chose qui te reste. Tu dis tout le temps, j'aurais peut-être dû en faire un petit peu plus. Est-ce que j'ai ci, est-ce que ça? Ouais. C'est normal, puis avec le temps, ça s'estompe. Domaine de sport. Oui. Tu étais en météo avant. Oui, ensuite, longtemps. le sport. Ensuite, on t'a retrouvé dans l'animation générale. Oui. Puis là, t'es où à travers tout ça? Je suis à travers tout ça. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Orpheline, j'ai découvert que j'avais une créativité puis une façon de m'exprimer que je ne me connaissais plus. Tu sais, quand j'étudiais en arts plastiques, j'étais beaucoup là-dedans. Ouais. À un moment donné, tu t'en vas en communication, tu es dans l'urgence du moment, il faut produire, Et puis, quand j'ai pris la pause, j'ai pris l'année sabbatique, j'ai écrit le livre, ça m'a fait découvrir plein de choses. Et là, j'ai eu le goût d'explorer d'autres facettes du métier. D'abord, découvrir sa plume, c'est une grande bénédiction. Ouais, hein. Parce que, bon, on a la parole facile, on le sait, Ouais. mais de pouvoir traduire les mots avec des mots écrits, là, c'est une bénédiction, moi, je dis. Mais je pense que tu peux réfléchir un peu plus à ce que tu essaies de communiquer. Témoin dans l'instantanéité. Et les gens le reçoivent différemment. Ouais. Moi, sur ma page Facebook, je reçois encore des messages de gens qui me disent « Ah, j'ai pris Orpheline à la bibliothèque. » Et puis, ça crée un échange très riche avec les autres. Et moi, ça m'a ouvert à plein de possibilités. Donc là, j'ai commencé à écrire des projets de télé, pas juste pour moi, pour d'autres, à penser à des concepts, à vouloir produire, à vouloir faire plus que juste animer. J'aime ça animer, là. J'aime ça raconter, être journaliste. Mais j'ai eu comme envie d'être un petit peu plus multidimensionnelle, de me partir en affaires, ouvrir un resto. Là, je pars à une espèce de plateforme web. Tu sais, j'ai le goût de faire des projets, de rencontrer du monde, de faire des brainstorms, puis de m'éclater un peu, puis de sortir du carcan dans lequel j'étais, là. Cette liberté-là, tu l'as toujours eue ou
Non. Indirectement, je te dirais presque, la mort de tes parents a fait, hey, là, moi, je profite du moment qui Ouais. passe. C'est tout ça un peu? Un peu, forcément, parce que je pense que ça te rattache à la vie quand les gens partent, puis tu te poses plus de questions. Tu te dis, OK, bien là, je suis en forme, je suis en santé, il me reste tant de temps. Parce que moi, j'ai plus le compteur dans la tête que la moyenne, je pense, des gens de mon âge Bien à sûr. cause de ça. Bien sûr. Donc, je prends mes décisions de manière peut-être un petit peu plus réfléchie, puis je pense, OK, qu'est-ce qui me rend heureuse fondamentalement? J'essaie, en tout cas, de prendre mes décisions avec ça. D'ailleurs, tu as quitté un emploi, je le disais en ouverture, en fait, tu as quitté plusieurs emplois enviables parce que tu as senti, tu as fait, gars, j'ai le goût d'aller ailleurs. Ouais. Tu es très courageux. C'est du courage ou c'est de l'entêtement ou je sais pas comment le Je définir? n'ai aucune idée. Quand j'ai quitté Salut Bonjour, c'était vraiment ma propre décision. Puis je me disais, 7 ans, c'est un beau cycle. Oui, c'est un beau chiffre. Oui, puis moi, je me remets en question à la fin de chaque année. Je me dis toujours, OK, qu'est-ce que j'ai apprécié? Où est-ce que j'en suis? Et je me disais, je suis dans mes pantoufles à Salut Bonjour. C'est un poste qui est très, très enviable. Et j'avais le sentiment qu'il était temps pour moi de le laisser à quelqu'un d'autre Sortir de sa zone de confort. qui allait triper sur ça. Moi, je commençais à subir mon horaire. Je commençais Ah, ça, c'est pas drôle. à subir mon travail. Juste un petit peu. Je me suis dit, j'ai pas le goût de m'en aller là. Non, c'est ça. J'ai pas le goût que les gens se réveillent le matin puis qu'ils me voient la face à Salut Bonjour puis qu'ils se disent, OK, tu sais, on commence à être tanné de la... Non, mais c'est vrai. T'as raison, il vaut mieux choisir sa façon de sortir. Je pense que oui. Puis pour moi, c'était bien, bien clair que c'était le temps de partir. Radio X, ça n'a pas été clair. Ah, Radio X, c'est compliqué parce que c'est une... Parce que je t'aimais, je trouvais qu'il y avait une belle interaction Oui. entre toi et Jean-Charles. Jean-Charles Lajoie, qui est Lajoie. encore mon Oui, mon ton ami, chum. OK. que Qu'est-ce qui s'est j'adore. passé? Est-ce que ça C'est se une dit? différence de philosophie totale, en fait. C'est que quand Radio X a commencé à Montréal, ça devait être un produit très différent du Radio X Québec. Moi, j'aimais bien le Radio X Québec aussi, mais plus un produit de droite. Oui. Et donc, à Montréal, on se ramassait peut-être plus centre-droite et ouvert, si on veut, à toutes les couleurs d'opinion. Et moi, j'étais plus centre-droite et parfois vers la gauche. Et à un moment donné, ça n'a pas pris de temps. Après 2 mois, ils ont changé la ligne directrice pour aller beaucoup plus vers la droite. Moi, ça m'allait pas du tout, là. Et pourtant, le marché de Montréal, c'est pas ça. Bien, moi, à un moment donné, je me dis, c'est leur entreprise, Ouais. c'est leur façon de gérer. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de dire, bon, mais ça me convient pas. Donc, je me suis retirée rapidement, puis je suis partie à Rythme FM faire jouer de la musique. Marie-Claude, ce bloc s'appelle Avec ou sans pulpe. Ce que je demande à mes invités, c'est de me soumettre 5 sujets, que ce soit de l'actualité ou de la vie en général, puis on en débat tous les deux. Enfin, je dis en débat, on en discute. En Tu fait. veux qu'on débatte? Je suis prête. Mais on peut bien en débattre, mais le premier sujet amènera pas grand débat. C'est de l'art, l'abricot, la réno. C'est une de tes passions, Oui, ça? est-ce que t'en fais, toi, de la réno, de l'abricot? Je fais de la réno, Ouais. mais très modeste, je dois avouer. Là. Mais tu sais, l'autre jour, j'ai installé un crochet, mettre des clés dans la porte. Là, Wow. à non, mais il est croche. Pour vrai? Ah non, ça me fait ça. Mais il tient au moins. Il tient, mais il est croche. Tu sais, j'aurais dû aller chercher mon niveau, puis... tu sais, Mais au moins, tu sais ce qu'il faut faire. Ouais. Moi, j'ai développé ça avec mon père, faisait des meubles la fin de semaine. Donc, on est une famille qui aime manipuler le bois, toucher à des Moi, affaires. j'adore le bois, par exemple. Exact. L'odeur du bois, je viens fou, là. Moi aussi. Puis Moi, je me promène dans les quincailleries, là, Ouais. juste dans la section du bois. C'est vrai? Sauf bien les pneus, mais ça, c'est une autre histoire, Ouais. là. Non, les pneus, je partage pas ça. Mais le bois, ça nous ramène à quelque chose de fondamental, de naturel. Donc, le fait de ne pas avoir pu travailler dans le domaine des arts, ça fait que quand j'ai du temps, j'aime ça, bricoler des affaires. J'essaye. J'ai fait de la tuile. Suzy Villeneuve a beaucoup d'outils, et moi aussi. Donc, on a acheté des outils complémentaires et on s'échange des outils. Et on fait des projets de rénovation. J'ai fait du lambris. Il y a des trucs qui ont été catastrophiques dans ma vie. À un moment donné, j'avais décidé de mettre du lambris par-dessus des tuiles. C'était tout croche, un peu comme toi. OK. Je suis pas toujours parfaite dans le type de projet que je fais, mais j'aime ça mettre ma ceinture à outils, puis décrocher complètement, puis focusser sur un problème, un défi. C'est le fun de faire ça. Absolument. Parce que là, on est que dans le moment présent. On pense pas à tout ce qui pourrait, tu sais, dans notre vie ou notre carrière. Il faut régler ce problème-là. On est là. focus, puis Ouais. ça fait des belles maisons en bout de ligne. T'as-tu une grande maison? As-tu une maison... Maintenant, oui.
j'en ai flippé des maisons. C'est-à-dire que j'ai acheté des maisons que j'ai rénovées de mes mains, dans la mesure du possible, et que j'ai revendues. J'aime beaucoup décorer, changer l'espace, tu sais, essayer de penser, OK, tu sais, si on mettait une cloison ici, si on ouvrait de ce côté-là, j'aime ça changer un peu les dispositions, faire ce qu'on appelle un peu, entre guillemets, du design. Donc, j'ai fait ça dans des maisons, puis aujourd'hui, j'ai acheté une maison où je n'ai rien à faire. Je suis rendue là un peu. Tu es rentré avec ton set de clés dans la maison, puis il n'y a rien à faire. À peu près, puis le crochet était posé, puis il était droit. Mais non, c'est ça. Donc, je te dirais que là, je suis moins dans ça, mais quand même, là, j'ai un projet de sous-sol. Tu pourrais éventuellement animer une émission de rénovation, J'aimerais décoration. ça. Éventuellement, j'haïrais pas ça. En même temps, moi, je suis le public de ces émissions-là. Tout ce qui est décore ta vie. À un moment donné, je travaillais avec Saskia Thuot à V, puis j'étais comme sa fan numéro 1. Et je trippe sur décore ta vie. Tu sais, quand ils surprennent quelqu'un, puis là, t'as toute l'émotion qui va avec. J'écoute tout ce qui est Home and Garden Television, Homes on Homes, n'importe quoi d'inspection de maison, puis là, tac, on défait le gyps. Ça me satisfait. Il y a quelque chose là-dedans, là, je capote. Ça, c'est drôle. Deuxième sujet, les séries télévisées. Quand tu as du temps, tu aimes regarder la télé. Écoute, non, c'est même pas une joke, là. J'ai remplacé C'est juste de la télé à RTV cet automne. Et je sais que j'ai été appelée à faire ce remplacement-là parce que moi, j'en suis 40 de front des séries télé, là. Comme? Ah, tout. Tout ce qui est Unité 9, 19-2, tout ce qui se fait de mieux au Québec, mais tout ce qui est américain. Là, je suis dans Les Revenants, une série française, et je trippe. The Killing, qui est un petit peu plus néerlandais. Tout ce qui est américain, tu sais, les Breaking Bad, puis tout ça, je les ai As-tu vus. vu Orange is the New Black? Orange is the New Black, je suis là-dedans. Je trippe sur la télé, je capote sur le talent. Le talent, oui, effectivement. Mais moi, ce que j'ai la difficulté avec une série, c'est qu'il faut que tu accroches, hein? Puis il faut que tu y suives. C'est un peu plate, mais on n'a pas tout le temps le temps. Quand est-ce que tu prends le temps? Ah non, je sais même toi? pas quand est-ce que je prends le temps. Des fois, mon chum, il me dit, il regarde, tu sais, j'ai le iTunes, OK. tout ce qui est enregistreur numérique est rempli. À un moment donné, lui, il essaie de regarder la télévision, puis là, il reçoit des messages de « vous avez un conflit d'horaire » et tout. Tout ça enregistre, puis je sais pas, je suis une lève tôt, tu sais, je me lève à 5-6 heures le matin, donc je peux me taper 3-4 épisodes avant même que quiconque se lève. OK, fais-moi ton top 3, peu importe la langue dans laquelle on Je parle. te dirais que Six Feet Under, ça reste pour moi une des plus grandes séries télévisées. Il y a eu un creux, saison 3, saison 4, mais la finale rachète tout. Apprivoiser la mort, c'est quelque chose qui vient me rejoindre dans ma vie. Oui. Donc, je te dirais que ça, 24... Donc ça, c'était nouveau. Ça a l'air que ça revient, 24. Allez, ils vont faire un film, là. Ouais, c'est c'est assez ça, énervé. Ils font une c'est petite mini-série aussi à Fox l'année prochaine. Et puis, je te dirais, dans les séries québécoises, moi, Unité 9 est vraiment venu me chercher. C'est vraiment quelque chose. Je trippe bien raide là-dessus. As-tu vu la nouvelle, comment ça s'appelle, Série Noire? As-tu eu le temps de la regarder? Série Noire, non, pas encore. Ça, c'est tout enregistré. Bon, tu vas pouvoir la regarder. Dis-moi rien! Ah, OK, non, mais je ne l'ai pas vu. Je vais la regarder parce que j'ai regardé Les Jeunes Loups en même temps. Fait que, OK. comme il y a des Mais on est conflits, chanceux, on est choyés, puis Oui, il y a énormément absolument. de T'as talent raison. en télévision. La mode, on le voit, tu es une fille de mode. J'aime bien la mode. Je fais de la couture. J'avais pris des tu sais, en économie familiale à l'époque. L'économie familiale on avait existe ça à depuis- l'école. Je sais, je me souviens. Bon, on faisait On a plus ça, là. des jupes avec des élastiques autour puis des boxers. Et moi, ben c'est resté avec moi. Fait que j'ai 2 belles machines à coudre. Et puis, j'ajuste des vêtements. Puis, veux pas, en télé, on est un peu là-dedans aussi. Ouais, tu sais. il faut toujours s'habiller puis Oui. changer. Ben moi, j'aime ça. C'est pas du tout une corvée pour moi. Puis j'ai beaucoup de plaisir avec ça. J'essaie des affaires différentes. J'essaie de varier un peu mon style. Puis j'ai bien du plaisir. Es-tu plus chaussures, blouse, robe? Je te dirais que si tu regardes mon garde-robe, je suis pas mal tout. Puis pourtant, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément. C'est-à-dire que je peux acheter des beaux morceaux qui coûtent un petit peu plus cher. Mais moi, j'aime mixer OK, tu fais des plein agencements. de trucs, plein d'agencements. Donc, mon portefeuille, il passe pas trop. Pas si pire là-dessus. Non. L'amitié. Ah, mes amis. J'ai tellement... Qui sont tes amis? Bien, j'en ai plusieurs. J'en ai qui travaillent dans le domaine des communications. Sophie Bérubé est une de mes excellentes Qui est venue ici à amies. l'émission, Oui, d'ailleurs, vous l'avez Sophie. reçue. Ouais. Tu as qui parlé de écrit. Suzy Villeneuve tout à l'heure. Suzy Villeneuve, c'est une de mes bonnes amies aussi. J'ai des... Annick Jean. Annick Jean, c'est une de mes grandes copines. Qui est la femme de Patrick Huard. Oui, qui est une rockeuse avec qui j'apprends à faire du pain. On est maintenant boulangère. Ah oui? Ben, voyons À Noël, donc. on s'est acheté des machines à pain. OK. Et on fait des cupcakes, on se met des tabliers, puis on tripe ensemble. Et c'est sûr que pendant plusieurs années à Salut Bonjour, j'étais pas disponible. Non.
Beaucoup T'avais pour un mes horaire amis. trop chargé, Ouais, comme probablement. Brigitte Bédard qui fait la météo à LCN, je l'ai rencontrée dans le contexte du travail, puis on fait du pilates une fois par semaine ensemble, puis je suis une fille à fille. Ben oui, je vois ça. Ah oui, oui. Moi, tu sais, je les appelle mes sœurs. J'ai l'impression d'avoir plein de sœurs. Est-ce qu'elles t'amènent, ces filles-là? La connexion, le partage. Moi, je dis tout à mes amis. Je suis pas la fille qui appelle et qui raconte sa vie, par exemple. Mais ça donne. Oui, puis j'aime ça sortir, aller dans les événements avec elles. Je sais pas, j'ai comme... j'aime les filles, j'aime les femmes, je les admire. Puis j'aime ça, une sortie de filles, là, tu sais. On sort en ville, puis... Puis t'as des femmes racées dans tes amis. Ah oui. C'est ce que je peux voir. J'aime les têtes fortes, les grandes personnalités. Ça me stimule, puis ça me garde en vie. Puis je trouve ça important de bien cultiver ses amitiés. Puis même avec mon chum, lui aussi a ses amis de gars. Puis c'est correct. T'sais. Puis quand il y a du hockey, invite tes amis. Puis moi, je vais sortir avec mes amis. Puis je trouve que c'est important de cultiver l'amitié. Et le dernier des 5 sujets, la spiritualité. Oui, très important pour moi. Je pense... As-tu toujours eu, Marie-Claude? Non. Non. Non, pas du tout. Quand on est jeune, on pense pas à ça. En tout cas, moi, quand dans ma vingtaine, je réfléchissais pas trop là-dessus beaucoup. C'est arrivé plus tard. Les difficultés familiales, tu sais, le fait d'avoir un père alcoolique, ça m'a poussée à faire de la thérapie très jeune. J'ai fait une dépression aussi à l'adolescence. Donc, à cette époque-là, j'étais plus dans le raisonner, essayer de comprendre un peu les mécanismes et mon histoire. Et puis, dans la trentaine, j'ai commencé à m'ouvrir beaucoup à la spiritualité. Pourquoi on est ici? Comment ça fonctionne? Placer Les ça grands dans ma questionnements tête. de la vie, là. Exactement. Et donc, j'ai étudié. Ça, j'achète des livres, j'étudie, j'en discute beaucoup avec mes amis. Comment tu vois ça, toi? Comment tu places ça dans ta tête? Récemment, ma copine Brigitte a perdu sa mère. Donc, on a beaucoup parlé de la mort, on a beaucoup parlé de comment on voit ça. Et moi, en tout cas, ça m'aide à bien vivre puis à bien apprivoiser le bonheur. Et quel est, comme je te dirais, peut-être grand courant spirituel t'attire plus qu'un autre? Y en a-tu un? Mais en fait, moi, je suis pas trop dans le dogme ou dans l'Église organisée. J'ai la foi en la vie. Est-ce que je crois en Dieu? Pour moi, Dieu, c'est un concept qui est peut-être un petit peu plus large qu'on pense. Je le vois pas comme nécessairement un Dieu tout-puissant qui nous punit, mais plutôt comme une énergie d'amour. Et c'est comme ça que je vois ma spiritualité. Puis je suis heureuse là-dedans. Ça a l'air de rien comme ça, mais on est à peu près à mi-chemin de l'émission. Ça passe vite, hein, Ça quand passe même. vite, hein? Pourtant, on n'est pas pressé. Ben non, c'est Ouais. ça. T'aimes-tu ça? Es-tu correct? Oui, ça va bien. C'est rare qu'on fait des longues entrevues comme ça, qu'on se dévoile dans plein d'aspects différents. Donc, c'est un beau moment. Tout va trop vite en télévision, hein, souvent. Oui. Ce bout-ci, ça s'appelle du jus, s'il vous plaît. Tu l'as déjà entendu. C'est une phrase un peu interne où on dit « Hey, donne-moi-en. Donne-moi-en du jus, ben oui. Des fois, tu reçois des invités, puis tu fais « Il va-tu arriver avec le jus? » J'appelle ça de même, tu m'en as déjà donné pas mal. Mais en fait, ce que je veux surtout savoir de mes invités à ce moment-ci de l'émission, 3 moments qui ont changé leur vie et, disons, 3 citations qui les définissent. Le premier des moments dont tu m'as parlé, c'est le divorce de tes parents. Absolument. 5 ans, t'es jeune quand même. Oui. Tu vois-tu quelque chose? Tu t'aperçois-tu qu'il se passe de quoi? Ah oui, absolument. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour le divorce. Quand ça ne fonctionne pas entre 2 personnes, c'est la vie. C'est sûr que ça a un impact sur les enfants. Moi, à 5 ans, comme enfant unique, en ayant des parents un peu en débalancement, c'est-à-dire que mon père buvait beaucoup, ma mère était fragile émotivement, le divorce, ça a été un moment marquant dans ma vie parce que je me suis sentie responsabilisée à un âge où, normalement, on ne l'est pas. Ben non, à 5 ans, c'est l'insouciance, là. Fait que ça m'a pris ma vie entière à aller explorer ça puis défaire ça pour apprendre à profiter de la vie, pour apprendre à pas toujours être dans l'anxiété. J'ai fait de l'anxiété, de l'angoisse à cause de ça. Je comprends. Parce que à 5 ans, tu as besoin d'être dans une routine ou d'être protégé. Donc, nous, on déménageait beaucoup. Ma mère avait un emploi. C'était toujours Québec. On s'en va à Montréal, Montréal-Québec. Donc, je changeais d'école sans arrêt. T'avais pas d'attache? J'avais pas beaucoup d'attaches. À un moment donné, c'était mes grands-parents qui m'élevaient. Je retournais chez ma mère. Donc, ça fait un enfant. Il y a des aspects hyper positifs. Donc, je suis capable de m'adapter à plein de situations. Effectivement. Bon, C'est vrai. je suis hyper responsable. Là. Oui. C'est sûr que si tu me donnes un mandat, je vais aller jusqu'au bout, je vais le faire au péril de mes jours. Là. Parce que c'est complètement... C'est en moi. C'est en toi, ouais. Par contre, il a fallu que je défasse ça, puis surtout que je retourne beaucoup en arrière, revivre ces émotions-là, parce que c'est comme si à 5 ans,
j'ai arrêté de respirer, là. Puis là, j'ai dit, OK, c'est bon. Faut avancer. Donc, c'est des années plus tard, à un moment donné, que tu dois retourner en arrière. Les émotions nous rattrapent toujours. Si on les vit pas sur le coup, on va les vivre plus tard. C'est vrai. Ainsi va la vie. Ce que tu fuis te suit. Voilà. Est-ce que je devine que ça n'a pas été harmonieux, le divorce entre tes parents puis entre ta mère et ton père? Bien, c'était nouveau. C'était début des années 70, alors que c'était moins commun. Donc, moi, à l'école, j'étais presque la seule qui avait des parents divorcés, qui avait 2 maisons. En plus, mon père habitait à Montréal longtemps. Moi, ma mère habitait à Québec. Fait que je prenais l'autobus les week-ends. Non. Bien, c'est ça. Fait que tu développes moins d'amitié avec les jeunes de ton école. Mais attends, t'es tout petite, t'as ta valise, t'embarques dans l'autobus, ton père s'en va te chercher à l'autobus puis pendant les voyageur. vacances d'été, je prenais l'avion toute seule. J'ai pris l'avion toute seule pour la première fois. J'avais 7 ans. Wow. Donc, ce que je te dis, ça forme une enfance ou une personne hyper autonome, indépendante. Est-ce que, là encore, as-tu eu des problèmes d'attachement? Ah oui. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'il y a une blessure d'abandon là-dedans, là. Ah oui, majeure. Puis je te dirais que, tu sais, je te parlais tantôt de comment je cultive mes amitiés puis la connexion. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que naturellement, je vais me déconnecter. Donc, je dois faire un effort et je dois m'ouvrir, je dois me montrer vulnérable, puis je dois partager avec les autres pour être heureuse. Parce que j'ai cette blessure-là qu'on apprend, on apprivoise, mais qu'on n'évacue jamais complètement. Non, c'est ça le bonheur. Aujourd'hui, je reconnais ça. Je célèbre un peu mon passé puis la façon dont ça s'est fait, parce qu'il y a eu des bons côtés puis il y a eu des moins bons côtés. L'autre sujet, enfin, un autre moment tournant de ta vie, c'est le décès de tes parents. Bien, je pense que ça, c'est difficile de passer à côté parce que c'était... J'avais comme refait les liens, si tu veux. Avec tes parents? Oui, avec le monde autour de moi. Puis là, de me retrouver enfant unique, orpheline. Bon, tu sais, j'ai pas de cousin, pas de cousine. Puis là, c'est toi qui organises les funérailles. Pas de frère, pas de sœur, oui. Qui règle les problèmes d'assurance, de Absolument. succession. Oui. Oh, oui. Donc, c'est énormément de choses en même temps. Dans un contexte où moi, je suis une personnalité qui a tendance à se retirer, puis à se fermer, puis à vivre tout ça toute seule. Donc, c'est en partie pour ça que j'ai écrit le livre Orpheline. Je me suis dit, bien, fais l'affaire la plus difficile possible pour toi, c'est-à-dire t'ouvrir sur ce que tu vis. Et tu sais, je me souviens, à l'époque où ma mère était malade, je parlais pas à mes amis du tout. D'abord, je travaillais à temps plein à Salut Bonjour. J'étais dans le jus à gérer tout ça. J'avais pas le temps de communiquer. Puis ça te tente pas de dire au monde. Puis comment ça va? Puis là, tu commences à raconter ta vie. Hey, moi, pendant des mois, à chaque fois que les gens me voyaient, pauvre toi. Puis on n'avait pas cette pitié-là quand on vit ça. C'est ça. Donc... Elle est morte d'un cancer, ta mère. Oui, cancer du poumon, alors que c'était une femme qui faisait son jogging, qui mangeait bio. Puis, des fois, c'est incompréhensible. Non, là, c'est ça. à 59 ans. Puis tu la vois lentement dépérir. Oui, puis paniquée aussi. Elle n'était pas prête à partir. Est-ce qu'elle était jeune? Elle avait quel âge à ce moment-là? 59, elle est partie à 60. Donc, l'espèce de désespoir, les choses qu'on avait à régler. Mais quel bout... Aujourd'hui, je regarde ce dernier petit bout de chemin-là, je me dis, wow, tu sais, c'était extraordinaire. Et ô combien difficile, mais donc extraordinaire. T'sais. J'ai eu, je vais dire, la chance de vivre le décès de gens très près de moi, d'être là à côté d'eux lorsqu'ils ont leur dernier respire. Tu retiens, toi, quoi de ça? Tu l'as pas vécu avec ton père, mais avec ta mère, j'imagine que tu étais là. Oui, je lui tenais la main au moment de son dernier respire. C'est un immense privilège. J'ai l'impression que moi, j'ai pas eu d'enfant, donc j'ai pas connu la naissance d'un être, mais d'être là au dernier moment, il y a quelque chose de transformateur, puis c'est pas quelque chose que tu peux expliquer ou mettre en mots ou raconter. Tu sais, je parlais de spiritualité tantôt. Ouais. C'est un sentiment que ce qui fait la personne est parti. Je sais pas où. L'âme. L'âme a quitté. Et moi, ça a été, étonnamment, un facteur de guérison très, très important. Moi, ce qui m'a le plus bouleversé quand j'ai vécu la mort de quelqu'un, justement, d'un cancer des poumons, beaucoup plus jeune, cependant, c'est que quand la personne fait son dernier respire, quand elle est morte, j'ai senti comme une espèce de coup de vent dans la chambre d'hôpital, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. As-tu senti cette énergie-là, toi? J'ai même senti, quand j'ai trouvé mon père mort dans son lit, j'arrêtais pas de regarder en haut. C'était comme si je sentais... Dans le coin de... Oui, je sentais quelque chose. C'est très, très étrange. C'est comme si tu te retrouves à vivre quelque chose un peu au ralenti. T'entres dans une dimension qui est complètement autre. Et autant c'est traumatisant, puis je le souhaite pas nécessairement à personne, mais
il y a quelque chose là-dedans qui nous réconcilie avec la vie, qui nous fait du bien quand même. Puis, tu sais, moi, mon père, je l'aimais tellement. J'étais contente que ce soit moi qui l'ai trouvé comme ça. Je me suis dit, ben c'est moi, tu sais, c'est pas quelqu'un d'autre. Ouais, il n'est pas tombé dans la rue. Non, c'est ça. Et puis, ma mère, quand elle a pris son dernier quand il y avait un soulagement, il y avait comme un genre de... Il y a tellement de douleurs en plus. Oui, tu t'accroches. Vers la fin, tu veux absolument qu'ils s'en aillent, puis en même temps, tu veux les retenir. Ah, puis quand ils partent, là, c'est l'enfer. Ouais. Tu sais, tu penses que tu es prêt, là. Ouais, non, moi, je me souviens, t'imagines. je disais à ma mère, vas-y en paix, je vais être correct, je vais être correct, je vais être correct. Puis je lui disais ça, puis je lui tenais la main. Puis quand elle est partie, que j'ai paniqué, là. On a parlé tout à l'heure de Six Feet Under avec ton rapport avec la mort. C'est quoi ton rapport avec la mort maintenant? Bien, je l'ai comme apprivoisé. J'en ai moins peur qu'avant. OK. Moins peur de la solitude, peut-être moins peur de la maladie. C'est-à-dire que je me dis, il y a quelque chose là-dedans qui est une expérience de vie. Peut-être pas l'apothéose, peut-être Non. pas la grande joie, mais Une logique. quelque chose de valable, C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je sais que quelqu'un est malade, j'y en parle. Je me défile C'est plus. ça. Souvent, les gens font ça. Ils font « j'y en parlerai pas, ça Oui, va le déranger je suis à l'aise avec ça aujourd'hui. Puis je me dis, bien, ça va m'arriver à moi aussi. Je vais me rendre là. J'ai moins peur de la souffrance. » On ne sait pas notre date d'expiration. Quelquefois, on sait les dates où on change notre vie. 23 juin 2011. 23 juin 2011. Ça, Salut, quand je suis bonjour. partie de Salut Bonjour, Ouais. hey boy, oui. Hein? Ouais, ça, Ça a l'air loin, mais en même temps, c'est proche. oui, c'est vrai, mais ça a tellement été marquant. Ouais. Encore aujourd'hui, les gens me parlent de Salut Bonjour. Ça fait partie de ma vie. Bien sûr. C'est Marc-Claude Savard, la fille des sports de Salut Bonjour. Ça fait partie de mon existence, de mon identité. C'est ta naissance. Là, on parlait de mort, mais ça, c'est Oui. une naissance. C'est là que les gens t'ont réellement connu et se sont attachés à toi. Tous les jours, tu es dans le quotidien des gens, dans leur cuisine, dans leur salon. C'était un cadeau extraordinaire de la vie, de carrière. J'ai tripé à faire ça. J'ai aimé les équipes avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai travaillé très fort. Et puis, ça a été extrêmement enrichissant. Puis, je suis vraiment, vraiment contente d'être partie, d'avoir bien fermé ça. Parce que je sais pas si tu te souviens de Serge Belair, on travaillait avec lui. Oui. Puis tu sais, je me souviens la dernière fois que le micro s'est fermé dans sa carrière, puis j'étais là, puis je me disais, mon Dieu, que ça finit pas toujours C'est comme vrai. ça Ah non, devrait. c'est vrai. Et puis quand je suis partie de Salut Bonjour, ils m'ont fait un méga power, Ouais. gros party. Lui, rien. Il est parti avec son set de clips, sa valise, puis ça a été ses derniers mots officiels à la radio. Je sais pas, il y avait quelque chose, je me Mais moi, je disais, pense que c'est ça qui l'a tué, Serge. probablement. C'est un cancer de la gorge parce qu'il Il y a avait quelque chose qu'il n'avait pas dit. Effectivement. Tandis que moi, cette expérience-là de Salut Bonjour, elle s'est super bien terminée. Ouais. C'est comme si la boucle, elle s'est bouclée, comme un beau chou là, sur un cadeau que je peux mettre de côté. Ça s'est bien fait. Pourquoi ça n'a jamais été toi, l'animatrice de Salut Bonjour? Ah, écoute, ça a été proposé à un moment donné. Je faisais des remplacements l'été. Moi, j'avais besoin de mes vacances l'été. Ça a été, dans ma carrière, je veux dire, les choix que j'ai faits, ils n'ont pas toujours été carriéristes. Ouais. C'est pour ça que je disais que tu es une fille de principe. Hein? Moi, Tu là, fais, bon, l'été- mais ça me prend ça, puis je Ouais. le fais. C'est Fait que, ça. tu sais, on me disait souvent, pourquoi tu fais pas l'animation l'été de Salut Bonjour? Parce que je vais aller faire des vacances. Ouais. Parce que j'ai besoin de me reposer. Et puis, j'ai tout le temps fait confiance que j'allais me retrouver à bonne place, finalement. Tu sais. Donc, j'ai pas... mettons que j'ai pas poussé autant que j'aurais pu. Mais je suis très contente de ça. C'est ça, tu n'as pas l'air de... Enfin, tu es à l'aise avec ça aujourd'hui. Absolument. 3 citations qui te définissent. La première, elle est ouf. C'est tough, hein? Tirée du film Incendie de Wajdi Mouawad. L'enfance est un couteau planté dans la gorge, on ne le retire pas facilement. Bien, en fait, c'est la première partie de ma vie, ça a été ça, beaucoup. Apprivoiser l'enfance. Et puis, moi, j'avais vraiment le non-dit d'enfant, là, de petite fille qui se sent un peu abandonnée. Là. Et qui ne veut pas dire quelque chose pour que ça parte la chicane dans son Ouais, père et tu sa veux mère. pas blesser quiconque. Pas blesser les gens. Hein? Donc, quand tu veux pas blesser les autres, ben, tu n'affirmes pas nécessairement ton toi authentique, ta vraie personne. Donc, il a fallu que je travaille beaucoup là-dessus pour... Sur l'affirmation. Exactement. D'ailleurs, je dis souvent à ma fille, tu t'affirmes ou bien tu t'affirmes, tu sais. Et... Mais c'est un beau cadeau, un père qui dit ça à Ouais. ses enfants, là. Ouais. Bravo. Bien, je le sais parce que j'aurais dû, moi, plus souvent m'affirmer. Donc, souvent, c'est ce qu'on donne à nos enfants. Oui. Tu sais. C'est les affaires où on sait qu'on aurait peut-être dû pousser un petit peu plus. Deuxième citation, elle est de Oprah Winfrey. Oui, Mon seul devoir dans la vie, c'est d'être moi-même. exactement. C'est tough être soi-même. Ah non, mais moi, là, c'est ma seule responsabilité. J'ai vraiment appris ça. Je me suis tellement sentie responsable du bonheur des autres, de est-ce que c'est correct? Tu sais, des fois, tu es à la télévision, je suis correct, Ouais, je c'est suis ça, bien c'est placée. ça, c'est ça, Je c'est suis- Là, maintenant, je me dis, hey, mon seul devoir dans la vie, c'est d'être moi-même. Fait que,
Hein? What you see is what you get, disent les Anglais. C'est ça. Puis j'ai pas de... Ce que je suis... Ce que ça dit, en fait, derrière ça, c'est ce que je suis est suffisant. Ouais. J'ai pas besoin d'en faire plus. Pas besoin d'en rajouter une couche. Fait que ça, c'est... Puis ça, je le travaille encore régulièrement. Moi, je suis pas pire là-dedans, déjà. Oui? Je suis un temps où j'aurais mis des vestons, je me serais arrangé, tu comprends? Mais là, je fais, bon, écoute, je suis rondelet, la chemise est peut-être un peu trop serrée, tu sais, je vieillis, mais en même temps, c'est moi. Ben oui. Qu'est-ce que je peux changer à ça? Ben- Pendant que je m'inquiète de ça, je suis pas là avec toi, tu comprends? Mais en fait, c'est juste qu'à un moment donné, on est faut être notre meilleur ami. Ben oui. Je pense. C'est ça de réconcilier ça, puis d'apprendre à se pardonner, puis à valoriser des fois des petites particularités qui nous tombent sur les nerfs. Une phrase, puis c'est drôle, je pense que c'était après la mort de Gaétan Giroir, puis c'est mon chum Éric Nolin, qui était mon grand chum. J'avais lu une entrevue du meilleur ami de Gaétan Giroir qui disait quelque chose de Gaétan. Je me disais, mon chum Éric Nolin aurait dit exactement la même chose. Et depuis ce temps-là, je me dis, faut que je m'aime comme mes amis m'aiment. Oui. Tu sais, nos amis nous aiment. C'est ça. Ils nous aiment, ils nous prennent comme on est, dans le fond. Exactement. C'est pas un peu ça, dans le fond, être son meilleur ami, puis d'être nous-mêmes, c'est ça aussi, là. Oui, parce que, tu sais, des fois, quand on fait de la croissance personnelle, on est beaucoup dans « je veux me changer, je veux m'améliorer Ouais. ». Ce qui est parfait. Ouais. C'est extraordinaire d'avoir cette conscience-là de vouloir. Mais après un certain temps, il faut aussi que tu apprennes à t'accepter tel quel. Il y a des affaires que tu ne changeras pas. Puis c'est bien correct. C'est ça. Dernière de tes 3 citations de Bikram Choudhury. Oui. Bikram, c'est-tu le yoga, ça tu rappelles? Bien, ça doit, quelque OK. part, être relié à ça, là. OK. Jamais trop vieux, jamais trop tard, jamais trop malade pour repartir de zéro. Oui. Une fois de plus. Moi, là, ça, c'est de dire, OK, à un moment donné, dans la vie, on se retrouve dans des situations où on est pas dans nos pantoufles, mais on se retrouve avec des repères. Dans une zone, ouais. Puis on a besoin, à un moment donné, de se mettre en danger, puis de sortir de là pour réapprendre à se connaître, puis repartir. On évolue tout le temps. On n'est plus où on était à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que je cultive beaucoup dans ma vie. À un moment donné, là, tu sais, je me parle, puis je me dis, vas-y, la grande, t'as le goût d'écrire un scénario, go for it. T'sais. Donne-toi le temps, l'espace. Dis non à quelque chose que tu as déjà fait, que tu connais. Tu sais, à un moment donné, des fois, je regarde des propositions, je me dis, je l'ai fait, ça. Bien comme faut. Pourquoi je retournerais là? Bien, faire d'autres choses. Des fois, je prends des décisions comme ça. Pour ça, une émission qui s'appelle On presse le citron. D'ailleurs, le citron, c'est bon pour toi. Tu étais enrhumé, même un peu grippé, je Un pense. petit peu. Est-ce que tu le sens? Non, vraiment pas. Écoute, t'es Parfait. extraordinaire. Ben, merci. Puis je t'ai touché tout à l'heure des choses. Je pense que tu fais de la fièvre. oui, en mais plus. aucun problème. Mais ça, c'est le métier, hein, dans le fond. Oui. Puis j'étais contente de venir te voir. Oui, mais même chose ici. D'ailleurs, j'ai pris du temps à préparer ce questionnaire. C'est 10 questions rafales. Je suis parti d'une idée générale, puis ensuite, je développe des questions. OK? J'ai Parfait. pensé à la mode. Tu sais, de tous tes centres d'intérêt, je dis, oh, ben, je vais aller fouiller dans le lexique de la mode. Je vais trouver des mots, puis je vais arriver avec des phrases. OK. Avec des questions. Premier mot, étiquette. Qu'est-ce que les gens ne soupçonnent pas de toi à cause de ton image médiatique? Peut-être ma folie, mon côté moins parfait. C'est-à-dire que, tu sais, les gens me voient tout le temps comme la bonne petite fille de salut, bonjour. Mais j'ai un côté un peu trash, des fois, là. On va se le dire. Tu es capable de sortir du carcan dans lequel on t'installe en termes d'image. Oui. Je suis capable de faire le party. Qu'est-ce que tu serais capable de faire que les gens n'imaginent pas en ce moment? Je te dirais que j'ai un humour particulier. C'est-à-dire que des fois, j'ai un humour noir. Et des fois, j'en lance une, mais tout le monde fait le saut. Hein? C'est elle qui vient de dire Ça vient de Marc-Claude Savard. Et je trouve ça très drôle. Tu sais, je joue au poker, je joue aux cartes. Ah ouais? Oui, je peux devenir un peu baveuse au poker. Puis je ramasse mes jetons, mes affaires. Puis je sais qu'à chaque fois que je fais ça avec des gens que je connais moins, ils sont tout le temps « Oh, mon Dieu, que je t'imaginais pas comme ça. » Donc, sortir un peu de l'image que les gens ont. C'est absolument. merveilleux. Collection, OK? De quoi ne peux-tu que difficilement te départir? Bien, il y a plein de choses. Moi, j'ai besoin... Tu vas trouver ça loufoque, là, mais tous les jours, j'ai besoin de boire un thé. N'importe où que je suis dans le monde. Tu sais, je voyage. C'est comme un moment de réconfort. C'est comme une affaire qui me centre. Donc, je peux pas me départir de... C'est un point de repère. Oui. Puis je pense que si je pouvais voyager avec une bouilloire puis une théière, puis j'ai comme besoin de ça absolument. Moi, je suis la Ça vient-tu d'enfance? Non, même pas. J'ai développé ça adulte. Moi, je suis vraiment la fille, là. Si tu me dis, ça va vraiment pas, je vais te faire un thé. OK. Je vais te faire un thé, ça va bien aller. OK. Donc, c'était une espèce de comfort liquid. Absolument. Moi, ça rachète tout. Si je m'assois avec une tasse de thé, on dirait que
tout passe mieux. Est-ce que tu en as? Es-tu comme une grande consommatrice de thé? C'est ça, j'en ai plein. Mais tu sais, il y a des gens qui vont te dire telle température de l'eau pour telle feuille de thé. Ah non, hier, j'ai commis un crime de lèse-majesté. J'ai fait bouillir l'eau. J'ai pris du David Tea, là, tu sais, quelqu'un. Puis j'ai plongé ça. Elle a fait, fais pas ça. T'es en train de brûler les feuilles. Oui. Je dis, oui, Moi, je les brûle. Je brûle les feuilles. Moi, je fais une infusion, là. Oui, absolument. Moi, je suis exactement dans le même esprit que toi. C'est-à-dire que je valorise beaucoup le thé, mais je connais pas nécessairement le rituel. Mais non, c'est ça. Mais j'apprécie quand les gens me le font découvrir. Sur mesure. En amour, es-tu plus à l'aise dans du sur-mesure ou du prêt-à-porter? Ah, ben je te dirais que sur-mesure maintenant. Je m'offre du sur-mesure, c'est-à-dire que... Ça fait un bout quand même d'être avec ton chum. Oui, puis mon chum, il est sur-mesure. C'est-à-dire que j'ai fait bien attention maintenant. Je fais attention au type de relation que j'ai. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui est bienveillant par rapport à moi? J'ai pas toujours été dans des relations comme ça. Je me suis donné du trouble dans la vie, dans mes relations d'amitié et dans mes relations amoureuses. T'en as-tu les bad boys? J'ai aimé, en fait, des fois même des gars qui avaient pas l'air des bad boys, mais qui me servaient pas bien, tu sais, on sortait pas. Tu sais, des fois, tu as une relation avec quelqu'un, ça peut être une excellente personne, quelqu'un avec qui tu restes ami pendant des années, mais quand tu es en couple, on faisait pas ressortir le meilleur de chacun, mettons. Donc aujourd'hui, j'ai besoin que ça soit paisible. J'ai arrêté de penser que l'amour, c'est passionnel, donc ça vient avec du tumulte, du chaos et du drame. Oui, c'est pas vrai, l'amour, ça fait pas mal. Non. En principe, c'est supposé faire du bien. Hein? Ça m'a pris bien du temps à figurer ça. Ici, avec Bibi, ça y a pris du temps. Pantalon. Qui porte les culottes à la maison? Étonnamment, je suis très, ouverte dans le sens où je suis très maternelle. J'ai pas d'enfant, mais je chouchoute. Ah oui? Oui, beaucoup. Je prends beaucoup soin des gens autour de moi. Donc, je porte les culottes dans le sens où je fais pas de compromis sur mes valeurs fondamentales et tout. Mais des fois, même si ça me tente pas d'aller à l'épicerie, si je sais que ça va faire plaisir, je vais y aller. Tu vas dépasser, oui. Oui, absolument. Fait que je me montre beaucoup plus généreuse, flexible. Je suis plus dans l'abandon de moi dans la maison pour prendre soin des gens que j'aime. Bijoux. Si tu étais une pierre précieuse, tu serais laquelle et pourquoi? Je te dirais, moi, j'adore une pierre précieuse. Les diamants, c'est une pierre précieuse? Oui, c'est une pierre précieuse. On va dire un diamant. Un diamant. Pourquoi le diamant, juste? Parce qu'il brille, parce que c'est frotté par le sable pendant des années. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, le travail d'une vie. Oui, la vie a été abrasive. Oui, et a fait le ressortir brillant. le meilleur. Ouais. Donc, je vois ça un peu de cette façon-là. Bas. Qu'est-ce que l'on voit mieux quand la vie nous amène vers le bas que l'on manque quand on est tout en haut? La vérité, le vrai, l'authentique. C'est-à-dire que quand on a une personnalité, moi j'ai une personnalité plus soleil, là, portée vers le haut, vers le ciel, il faut que je revienne à mes racines, à l'essentiel, au vrai. Parce que sinon, on se perd dans notre tête, dans nos... Tu sais, moi, je suis très créative, mais je peux me perdre là-dedans. Là. Fait que là, il faut que je retourne m'enraciner, là. Fait que des fois, je vais voir un chef amérindien à Val-des-Lacs. Puis là, je m'en vais voir les bisons avec lui. Puis on fume le calumet, puis on jase. Très lentement. Fait que là, ça me prend un effort parce que mon chef amérindien parle lentement. C'est pas toujours clair ce qu'il me dit. Ça me fait du bien. Tu sais, il me ramène à l'essentiel. Puis quand on vit des épreuves et qu'on s'en va vers le bas, c'est ça qu'on touche. On touche à la vraie nature des choses. C'est drôle que tu parles de ton chef amérindien. J'ai toujours trouvé que les gens de peu de mots disaient tellement plus que les autres qui n'arrêtent pas de parler. Il faut être patient, par exemple. Oui. Hein? C'est pas dans notre nature. Oui, mais je développe cette patience maintenant. Une des grandes leçons que tu as apprises, justement, par rapport à tout ton vécu, là, tu t'es rendu à quoi, 40... 42. 42 ans. Donc, t'es la somme de tes 42 ans, puis tu dois certainement savoir, peut-être, les leçons les plus précieuses. Ça serait quoi en ce moment-là? Bien, je te dirais... Tu aurais quelqu'un à côté de toi, tu dirais, hey, j'ai appris ça, telle affaire. Bien, c'est d'apprendre à se découvrir puis d'être soi-même. C'est-à-dire qu'on doit rien aux autres. Puis quand on est soi-même, on est la meilleure personne pour les autres. Tu sais, de vouloir toujours alléger le mal de tout le monde autour, on se fait du mal. Puis quand on se fait du mal, bien, on n'est pas la meilleure personne pour nos amis. Moi, là, j'ai été pris dans tout ça pendant tellement longtemps. C'est le seul conseil. Tu sais, des fois, je me dis, mettons que je serais capable de retourner en arrière et d'aller voir la petite Marie-Claude, ça serait quoi? Mais c'est ça que j'y dirais. Tu sais,
affirme-toi, n'aie pas peur d'être toi-même. Puis à la limite, des fois, c'est-à-dire que tu peux faire du dommage, tu peux blesser les autres, mais tu pourras t'excuser après, mais il faut que tu apprennes à vivre ta personne, toi, ton authenticité. À t'exprimer, quoi. Ouais. Le plus beau cadeau, c'est d'être soi-même pour le donner aux autres. Comme ça, au moins, ils savent à quoi s'en tenir. Mais tu sais, on dit tout le temps dans la vie, on met ton masque, puis après ça, t'aideras les autres. Ouais. Mais c'est un peu ça. C'est vrai. Aubaine. Aubaine! Qu'est-ce qui n'a pas de prix pour toi? Je te dirais, mon équilibre n'a pas de prix pour moi. Et je vais prendre toutes les décisions, aussi difficiles soient-elles, pour respecter cet équilibre-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, quand l'horaire est trop chargé, quand il me manque quelque chose, que ce soit dans mon environnement physique, si je ne suis pas à la bonne place, je vais déménager. Si j'ai besoin de voyager, je vais partir. Je ne ferai pas de compromis là-dessus. Je vais me donner ce dont j'ai besoin pour être en équilibre et pour être heureuse. Ça prend quand même un bon conjoint pour nous suivre là-dedans. Oui, puis je pense qu'on devient nous-mêmes un meilleur conjoint quand on est comme ça. Fait qu'il est bien content que je sois comme ça. Support. Tu es une fille unique. Probablement, tu n'auras pas d'enfant. Je dis probablement. Comment entrevois-tu tes vieux jours? On a un plan de retraite, moi et plusieurs autres de mes copines. OK. On s'est dit qu'on pourrait toujours partir dans le sud, un endroit où ça coûte moins cher, puis aller vivre nos vieux jours. Vous installer en communauté, quoi? Peut-être. C'est juste un sujet de souper quand on rit puis qu'on s'amuse. Mais je sais pas comment j'entrevois mes vieux jours, paisiblement, je pense. Ouais. Moi, j'ai pas peur de la solitude parce que c'est ce que j'ai vécu beaucoup dans ma vie. Je l'ai apprivoisé il y a longtemps. Donc, on dit qu'on est seul, on meurt seul. Ouais. C'est entre les deux qu'on tisse des liens. Donc, tout ce que je me souhaite, c'est d'être en santé le plus longtemps possible. Tu dis ça, on vit seul puis on meurt seul. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. Si on a la main d'un enfant, comme toi, ça a été le cas avec ta mère, c'est sûr que ça doit nous... Comment je te dirais? C'est une force supplémentaire à nos côtés. Oui, mais je pense qu'en même temps, sa mort, elle l'a vécu avec elle-même. Ouais. C'est-à-dire que même en étant seul, on est avec nous-mêmes. Oui, c'est vrai. On est face à la mort. Oui, puis on n'est pas déconnecté. Chaussures, c'est ma dernière des questions. Quelle empreinte veux-tu laisser de toi sur cette terre? Ah, la bonne humeur. Quand les gens me disent on s'ennuie de vous, salut, bonjour, parce que vous étiez notre rayon de soleil, ou quand on faisait MCBG l'année passée, faire rire les gens, divertir, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. J'ai abandonné l'idée d'informer. Tu sais, je partais, moi, pour faire une carrière de journaliste. J'allais débusquer des suspects, puis j'allais faire des enquêtes et tout ça. Finalement, c'est pas ça que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai mis de la bonne humeur, de pétiller, de rayonner, de faire rire les gens. En fait, c'est la seule empreinte que je veux laisser dans la vie, c'est que les gens se disent « Hey, on s'ennuie de Marc-Claude, on avait donc du fun avec. » En fait, c'est ça. Bon, jusqu'à la dernière goutte. C'est extraordinaire, ce beau voyage qu'on a fait ensemble. Puis il nous reste quelques temps un peu devant nous pour discuter de tes projets futurs. Qu'est-ce qui est arrivé avec MCBG? Parce que je trouvais que c'était bon, cette émission-là. Ah oui, on a eu beaucoup de plaisir à faire MCBG. En fait, c'est que la télévision au Québec est en redéfinition beaucoup. C'est vrai. Et un réseau comme V a des ressources limitées. Donc, c'est une émission qu'ils ont renouvelée, mais avec un budget amoindri. Donc, c'était pas possible pour nous de refaire la même émission. Donc, on a préféré se retirer plutôt que d'en faire une autre saison qui était peut-être pas à la hauteur des attentes. En ce moment, on ne te voit pas à la télé. Non. En fait, j'ai fait un petit peu de... C'est juste de la télé. Je suis invitée à des émissions, des trucs comme ça, mais je n'ai pas de travail d'animation cette année. Puis je me rends compte que c'est souvent comme ça quand on est pigiste depuis que j'ai quitté Salut Bonjour. C'est-à-dire que tu as une année plus chargée, puis là, après ça, c'est comme une année pour développer des projets, puis après ça, ça revient. Il y a comme un cycle là-dedans. Ce qui est avantageux, c'est que moi, je suis en retard d'un deuxième manuscrit depuis je sais pas combien de temps. De ton livre, donc le deuxième. Le deuxième qui suit Ce serait Orpheline. la suite d'Orpheline, oui? Oui, mais plus léger, dans le sens que je me vois pas, après Orpheline, me lancer dans une fiction. J'aurais pu. Ouais. Mon style d'écriture, c'est de la proximité. Donc, là, je raconte mon 180 degrés. Donc, on part du moment où je quitte Salut Bonjour et tout ce qui vient avec les réseaux sociaux. Donc, les commentaires de tous et chacun. Ah, oui? Chaque fois qu'on prend une décision, Oui. tu as toute la ribambelle. C'est vrai. Comment on fait pour se recentrer puis
Elle est où la ligne entre se laisser influencer, se laisser conseiller, faire ce qu'on a envie de faire, mais en même temps, continuer dans la bonne voie. Donc, c'est un livre qui est plus drôle, plus léger, mais qui a quand même une réflexion. Il y a des gens qui font des 180 degrés forcés par la vie. Des fois, il y a des entreprises qui ferment, on est obligé de se réorienter. J'ai l'impression qu'on est dans une vie de changement et de réorientation, tout le monde. Donc, moi, je touche à ce sujet-là dans les médias, mais je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans, dans les espèces de grands chambardements. Là. Puis sans en prendre ces changements-là. Ben oui, parce que mais des fois, quand tu es dans le processus du changement, par exemple, c'est pas toujours évident. Non, ça, c'est vrai. Oui, donc c'est ce que je raconte dans le manuscrit. Il va être prêt quand, ce livre-là? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Je pense bien que je vais On est-tu aux 2 tiers ou Non, il est déjà écrit, en fait. Il faut juste que je trouve une façon de tout mettre ça ensemble. Là. Je dirais au printemps, il devrait être prêt. C'est un long processus, l'édition, c'est-à-dire à partir du moment où tu livres le manuscrit, il y a 2 vagues de correction. Ensuite, on le produit. Donc, peut-être pour le Salon du livre de novembre. Tu as fait des conférences pour le premier livre. Vas-tu en faire pour le deuxième? Je suis pas super... Les conférences, j'aime bien. Ça me demande beaucoup. OK. Moi, quand je fais une conférence, c'est un partage d'inspiration. Je me donne. Donc, je peux pas en faire 2 par jour, 5 par semaine. C'est pas possible. Mais est-ce que ça serait ce genre de livre? Probablement. OK. Probablement. Remplacement à Rythme FM? Oui, Rythme FM est arrivé l'été passé. C'est extraordinaire parce que, bon, c'est l'émission du matin. Là, j'avais toujours dit, je ne vais plus me lever de bonne heure, je vais plus faire ça, je vais pas faire ça. Il ne faut jamais dire jamais, tu le sais. Non, mais de temps à autre, c'est le fun. Tu sais, c'est-à-dire de ne pas sentir la charge d'avoir à faire ça toute l'année. C'est le fun. Puis en même temps, il y a quelque chose de magique le matin. J'aille pas ça faire les choses du matin. J'ai juste plus le goût de me lever. Ouais. Donc, c'est un bon quand mix. c'est pas une courte période, c'est pas si pire. Non, c'est ça. Donc, je l'ai fait l'été dernier. Là, je le refais un peu ce printemps, l'été prochain. C'est une belle relation. J'aime bien. Tournage ce printemps d'un documentaire. Oui, en fait, j'en ai tourné un cet automne sur les femmes dans l'armée. Je suis allée en Ontario et j'ai passé du temps avec des... C'est toi qui as tourné physiquement? Non, en fait, j'étais avec une équipe de tournage. Le prochain documentaire, c'est... Je suis coprésidente de la Charte pour une image corporelle saine et Oui, c'est vrai, j'aurais dû le mentionner d'ailleurs. Depuis des années. C'est vrai. Et donc, c'est un peu cette espèce de pression qu'on a tous d'être Social. parfait. Ouais. Les jeunes regardent les photos dans les revues, puis Tu t'en touché en plus? Bon, ça change complètement notre vision des choses. Fait que tu fais un documentaire là-dessus? Exact. Une série documentaire, puis un grand documentaire J'ai hâte de aussi. voir ça. Et puis, bon, nouveau rôle de productrice au contenu. Oui. Propriétaire d'un restaurant. Oui, restaurant sur Mont-Royal, dans le plateau Mont-Royal. La Grenouille. Chez Grenouille! C'est Grenouille. Oui, c'est du comfort food. C'est avec des gens qui sont très expérimentés en restauration, les Ça va frères bien, Rodin. hein? Super bien. C'est quoi l'adresse? C'est 844 Mont-Royal-Est, au coin de Saint-Hubert. Puis si je vais, est-ce que tu es là des fois? Oui, ben oui. Ouais, ouais. Habituellement, je suis là 2-3 fois semaine. En terminant, je vais dire à nos téléspectateurs que s'ils ont des commentaires ou des suggestions à nous faire, ils peuvent nous écrire à info@tvrl.ca par courriel ou sinon passer par la page Facebook de l'émission. Puis en terminant chacune des émissions, je choisis une phrase, une citation qui me vient de l'inspiration de mon invité, OK? Alors, la citation que j'ai choisie pour toi provient de Mère Teresa, qui disait « La vie, c'est un défi à relever, un bonheur à mériter et une aventure à tenter. » Ça m'a fait penser à toi. Ah, c'est bien beau. C'est beau, hein? Oui. C'est Mère Teresa qui a dit ça. J'ai le rhume, mais je peux te donner un... Ah ouais, non, on a moins de rhume. On a moins de rhume. Merci pour ta générosité. Merci. Ben, écoute, c'est toi qui as été généreuse. Je te remercie infiniment. Puis je donne rendez-vous aux téléspectateurs pour une autre émission dont on n'est pas pressé. Bye tout le monde. Bonne semaine.